Voilà, donc peut-être certains points concerneront-ils plus particulièrement ceux qui sont donc en DU patrimoine, puisque bien entendu la littérature corse fait partie et même a une place éminente dans notre patrimoine. C'est en tout cas l'état d'esprit qui est le nôtre. Donc nous allons aujourd'hui discuter un peu de différentes pistes permettant de délimiter donc ce patrimoine littéraire de la Corse, plus particulièrement celle que nous proposons pour notre part. Bon. Alors, il y a différentes thèses sur la question, parce que c'est un vieux débat qui est encore largement en cours, notamment sur certains sites Internet. Certains disent qu'il s'agit, donc la littérature corse, c'est la littérature en langue corse uniquement. Alors, c'est une définition qui a sa logique et qui a le mérite de la clarté. Le problème, c'est qu'elle conduit quand même à éliminer, exclure des auteurs corses de langue italienne, par exemple, tous ceux du XVIIIe, et ils sont importants, tous les auteurs de la Révolution de Corse, donc Salvini, Guelfucci, et ceux du XIXe, Salvatore Viale et donc Moltedo, et des auteurs qui sont particulièrement importants et qui font partie aujourd'hui de notre patrimoine. Donc c'est vrai que ça serait gênant à cet égard. Et puis il y a aussi les auteurs de langue française, notamment ceux qui aujourd'hui publient, et parfois avec un certain succès, comme vous le savez. Bon, je pense bien sûr à Marie Ferrand, qui a eu il y a quelques années le Grand Prix du roman. Je pense à Jérôme Ferrari, qui vient d'avoir le prix Goncourt. Donc c'est vrai que cette première proposition, qui évidemment a sa logique, a aussi un inconvénient. Alors après, il y a l'autre démarche, celle d'Ivia Groggi, l'anthologiste. Vous connaissez peut-être, un certain nombre d'entre vous, cette anthologie très importante qui a été faite dans les années 20 et qui a été republiée à nouveau dans les années 70. Alors c'est une anthologie qui fait toujours référence aujourd'hui, qui est particulièrement complète, très intéressante, avec des analyses extrêmement fines. Mais alors, donc, Ivia Groggi, lui, il a choisi donc de faire figurer dans son anthologie tous les écrivains qui avaient un ascendant corse. Par exemple, les parents ou un grand-parent, etc. Bon, ce qui fait qu'il y a dans son anthologie un certain nombre d'écrivains qui n'ont pas connu la Corse, et parfois qui n'ont pas connu même véritablement leur ascendant corse. Donc c'est vrai que là, ça peut être contesté, parce que dans les années 20, c'était quelque chose qui était peut-être plus naturel qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, effectivement, ce choix est très contesté, parce qu'on pense évidemment que quelqu'un qui a eu un grand-père corse et qui a été élevé par son grand-père, dans sa littérature, il passera certainement la corsitude donc, dont il a hérité. En revanche, s'il n'a pas connu, s'il a vécu loin de la Corse, on peut se poser la question, évidemment. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a donc une interrogation au sujet de ce choix. Alors, pour notre part, nous avons, proposé une autre voie. Donc, nous avons axé notre recherche sur ce qu'il y avait de corse dans les œuvres littéraires elles-mêmes. Par-delà la variable linguistique, c'est-à-dire le corse, l'italien, le français, et on peut ajouter même des cas qui apparaissent de façon plus marginale, mais qui sont néanmoins importants, le latin. Et l'anglais, alors là, c'est très marginal, mais ça existe. Donc il y a des auteurs, il y a notamment Thiari qui fait de la littérature en anglais qui est corse. Bon, le latin, il y a des œuvres très importantes. On pense à celle de Nobili Savelli, Virne Maurice, qui est un étudiant, donc comme vous, de l'université de Corse, mais du XVIIIe siècle, et qui a fait un poème sur Circenello, qui est véritablement un poème très important, donc pour notre imaginaire. Alors, je parlais d'imaginaire. Parce que dans notre esprit et dans notre démarche, nous avons proposé de considérer comme faisant partie de la littérature insulaire les textes mobilisant des éléments de l'imaginaire corse. Alors, ces éléments peuvent être des mythes, peuvent être des thèmes, bien sûr, des thématiques, des figures, des motifs. Le thème, c'est abstrait et général. Le motif, lui, est particulier et tout à fait pratique. Par exemple, la Corse traditionnelle peut être le thème et Uvugone peut être le motif donc, correspondant à ce thème. Il faut qu'on s'entende un petit peu sur la terminologie aussi, notamment pour pouvoir dialoguer dans un instant. Donc nous avons cherché à identifier dans un corpus de textes, parce que
Bien entendu, de dire c'est la littérature corse, ceux qui mobilisent les éléments de l'imaginaire corse, bon, si on dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'ensuite, il faut effectivement, d'un point de vue pratique, se donner un cadre un peu plus contraignant et un peu plus certain. Donc, nous avons travaillé pour notre part sur un corpus de textes en langue italienne, en langue française et en langue corse, et nous avons essayé de repérer donc ces éléments qui peuvent être considérés comme des marqueurs, en quelque sorte, susceptibles de caractériser la littérature corse. Alors, le travail qui a été réalisé, que j'ai réalisé dans ce cadre, a été fait à travers une thèse de doctorat que j'ai soutenue donc en décembre. Mais, bien entendu, moi je l'ai fait dans le cadre d'un corpus nécessairement limité, même s'il y a quand même plusieurs dizaines de textes, et c'est un travail qui peut se poursuivre. Moi, je poursuis pour ma part aujourd'hui, et qui peut se poursuivre parce qu'il faut, bien sûr, sans doute, affiner les analyses et voir comment l'imaginaire national corse a pu évoluer, comment il peut encore évoluer aujourd'hui, parce qu'évidemment, c'est une matière particulièrement évolutive. Mais il y a un certain nombre, c'est vrai, de thématiques, de motifs qui sont de topoi, et qui sont des éléments manifestant une certaine permanence extratemporelle. Et ça, c'est très intéressant aussi, ce qui se maintient. Alors, quelques précisions, donc, de manière à ce que l'on connaisse le cadre de notre conversation. Par littérature, j'entendrai, dans le cadre de ce dialogue, j'entendrai l'ensemble des textes qui manifestent un souci de la forme. Bon, vous connaissez peut-être la formule de Marcel Mauss qui dit « Dès lors qu'il y a effort pour bien dire, et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire ». Donc ça veut dire que c'est une conception particulièrement large de la littérature. Vous pouvez y trouver, bien sûr, le roman, la poésie, mais vous pouvez également y trouver la littérature politique, telle qu'elle apparaît notamment dans les journaux. Alors littérature politique, par exemple en langue corse, depuis la fin du 19e et jusqu'à aujourd'hui dans certains journaux. Donc sur la littérature, c'est une conception particulièrement large. S'agissant de l'imaginaire corse, de l'imaginaire national corse, il s'agit de l'ensemble des représentations que se fait notre communauté, en particulier d'elle-même et des autres. Donc, pour être d'accord sur la sémantique. Alors, quelques mots pour la chronologie, s'agissant des trois langues principales, puisqu'on ne va pas aborder le latin ou l'anglais, mais les trois langues principales, vous savez sans doute que la Corse, pendant des siècles, a participé culturellement donc à ce qui se faisait dans l'ère italique. Elle a participé à la littérature italienne pendant des siècles, et j'en veux pour preuve sa présence dans les anthologies italiennes, donc notamment celle-ci qui est une anthologie de référence, donc une histoire de la littérature italienne, Tiraboschi, Girolamo Tiraboschi, et qui donc mentionne les auteurs corses, notamment Filippini. C'est la manifestation concrète. Alors j'ai amené quelques livres donc d'époque. Ça c'est un ouvrage du XVIIIe siècle. C'est l'époque à laquelle il est paru. Donc il n'y avait pas d'Italie, il n'y avait pas l'État italien, mais il y avait une littérature italienne et il y avait donc une histoire de la littérature italienne. Oui, j'ai amené un petit peu quelques éditions originales ou anciennes parce que le patrimoine, il y a le patrimoine immatériel, il y a le patrimoine matériel, et ça, c'est à la fois le patrimoine immatériel et le patrimoine matériel. Je pense que s'il y a quelques bibliophiles dans cette salle, ils comprendront très bien ce que je veux dire. Alors, pour en revenir donc à cette histoire, simplement en quelques mots, bien, la Corse participe donc à la littérature italienne, puis il y a l'annexion de 1769, et non sans difficulté, le français va être imposé donc au travers donc de l'administration, de l'éducation nationale en particulier, l'instruction publique et l'éducation nationale, avec des moyens extrêmement, je dirais, coercitifs. Et il va y avoir donc une période de transition au 19e où on va trouver sur le plan littéraire des auteurs de littérature française qui vont commencer à
à se manifester en Corse. Il y a toujours des auteurs de langue italienne qui vont faire de la résistance. Bon, il y a notamment à Bastia avec Salvatore Viale, il y a vraiment une volonté très, je dirais, très consciente de lutter contre la francisation littéraire et linguistique de la Corse. Donc il y a ce foyer de résistance donc, en faveur de la langue italienne. Et donc ce siècle, le 19e, va être un siècle de transition. Et à la toute fin du 19e, il va se passer quelque chose de très important, c'est qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui vont vouloir faire du corse une langue littéraire, une langue écrite. Alors, la date symbolique, ça serait le premier journal en langue corse à Tramontane en 1896, mais bien entendu, il s'est passé des choses avant et il s'est passé beaucoup de choses après. Donc, le premier journal en langue corse, c'est Santo Casanova, qui, dès 1901, va dire dans ses colonnes, voilà, je vous prie de ne plus m'envoyer de textes, de chansons en italien, parce que la langue de notre pays, c'est la langue corse. Donc, c'est un acte fondateur parce qu'il sépare, par cet article, par cet appel à ses collaborateurs, il sépare pour la première fois donc, le corse de l'italien, alors que jusque-là, on considérait que le corse était une variante populaire de l'italien. Et lui, il veut en faire effectivement une langue et il y a une volonté tout à fait consciente. Alors, cette volonté va être partagée par un grand nombre d'auteurs, un grand nombre pour la Corse en tout cas, avec une petite démographie, et dans les années qui vont suivre, et c'est notamment donc toute la première moitié du XXe siècle, il va y avoir donc la création de genres littéraires nouveaux en langue corse. Alors, on avait évidemment donc une littérature orale. Vous savez, qu'il s'agisse des Sirina, des Nanne, qu'il s'agisse des Tiam Rispondi. On a bien entendu, comme tous les peuples, les proverbes, les locutions, c'est très important, bien entendu. On a une littérature de langue orale et on va créer donc une littérature de langue écrite. Alors, on va avoir une poésie savante qui va être faite partiellement avec, je dirais, les matériaux à disposition, c'est-à-dire la littérature orale, bien sûr, mais également avec ce qui se fait de l'autre côté de la mer, en Italie. Donc, on va créer une littérature savante. Bon, là, il y a un grand nombre d'auteurs, mais on pensez à Martina Pinzabal, ou Filippini, Marco Angeli, en faire une littérature, une poésie particulièrement recherchée. Et puis, il va y avoir, donc, dans les années 20, un premier roman en langue corse, donc Pêche Anguille, donc là aussi, création d'un genre littéraire. Santo Casanova lui-même a créé un genre littéraire qui est la littérature politique, qui a ses mérites, même si elle est rarement considérée comme de la vraie littérature. Mais dans le premier numéro de Tramontane en 1896, il fait le premier article politique en langue corse, et il le publie. Ça aussi, c'est la création d'un genre littéraire. Donc on a... il y a le premier drame corse avec Luciardi, donc avec Aindetta di Lilla et ensuite Maria Gentile. Donc véritablement, on voit cette volonté de la part des auteurs corses de langue corse de créer un champ littéraire de langue corse écrite, et c'est quelque chose de particulièrement important. Alors bien entendu, dans le même temps, il y a beaucoup de Corses qui vont écrire en français, et parfois même avec un certain succès. Donc, dans la même période, c'est-à-dire la première moitié du XXe siècle, il va y avoir des auteurs qui vont avoir un certain succès. Ils sont un petit peu oubliés aujourd'hui, mais on pense notamment à Diane de Coutoli, qui a été remarquée par l'Académie française. On pense à Pierre Dominique, donc, qui est un Lucchini d'Olène. Pierre Dominique, c'est son nom de plume, mais qui était assez connu à l'époque, qui avait eu le prix Balzac. Pierre Bonnardi, qui écrivait des textes sur la Corse et qui écrivait des textes aussi donc à Paris, et qui était à Paris spécialiste de la littérature érotique. Bien entendu, lorsqu'il écrivait en Corse, il n'écrivait pas du tout dans cette tonalité. Donc il y a un certain nombre de Corses qui vont écrire en français et qui vont avoir y compris un certain succès. Jusqu'à nos jours où le succès est encore plus manifeste. Donc voilà un petit peu comment les choses... Alors, pendant ce temps, bien sûr, la littérature corse va continuer à être pratiquée avec les difficultés que vous savez à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il va y avoir donc un coup d'arrêt brutal du fait de la participation d'un certain nombre d'auteurs à une poignée d'auteurs, véritablement un très petit nombre, mais cela va
suffire à caractériser malheureusement l'ensemble de la démarche. Je disais donc un rapprochement avec l'Italie, un certain nombre d'auteurs qui partent en Italie, comme Philippine, et qui ne reviendront jamais d'ailleurs. Hein. Donc les auteurs irrédentistes. Et c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la langue corse est en grande difficulté. La littérature corse est dans une difficulté encore plus grande. Certains vont essayer de tenir le flambeau à travers une revue qui s'appelle O Montese, où on va tenter même une certaine réconciliation entre les auteurs. Hein. C'est un peu comme Jean Paulhan l'a fait à la Nouvelle Revue Française en France, où il a essayé, lui, Jean Paulhan, qui était un résistant impeccable, que personne ne contestait, il a voulu reconstituer le milieu littéraire français d'avant la guerre, et donc il a permis donc, à des écrivains réputés collaborateurs, ou vraiment collaborateurs, d'écrire dans la Nouvelle Revue Française. De la même manière, un résistant comme Simon Vinciguerra, qui est aussi un auteur de langue corse et non des moindres, eh bien, va donner explicitement son autorisation pour que Philippine puisse envoyer des poèmes d'Italie, alors que Philippine, lui, avait choisi l'Italie, avait choisi le fascisme. Et voilà, donc c'est quelque chose d'assez intéressant de voir comment certains ont eu conscience de ce que la langue corse et la littérature corse, eh bien, devaient à un moment donné justifier même certains comportements qui sont parfois difficiles à avoir, parce que c'est vrai que de pardonner dans ce genre de situation, c'est pas toujours. Mais il y a certains, et Simon Vinciguerra avait cet attachement à la littérature corse qui lui a fait donner explicitement son autorisation pour que, parce qu'évidemment, personne n'aurait rien fait sans son avis. Hein, et il a dit non, bien sûr, il faut. Bon, on passe à une autre phase. Bon, ils se sont trompés politiquement, nous les avons combattus, mais aujourd'hui, la langue corse, la littérature corse, c'est quand même assez intéressant. Alors, cela dit, la langue et la littérature corse étaient en grande difficulté. Alors, moins sur le plan de la pratique que sur le plan symbolique, hein, parce qu'elles ont été effectivement, je dirais, salies par certaines compromissions d'avant-guerre et de pendant la guerre, mais effectivement, il était très difficile de travailler donc, dans ce registre après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il va y avoir un renouveau dans les années 70, ça vous le savez, c'est ce que l'on appelle le riacquisto, et là il va y avoir donc une nouvelle démarche qui va être une démarche littéraire, mais qui va être une démarche culturelle de manière générale, avec des groupes qui vont, bien sûr, des groupes que vous connaissez, comme Tobo Gourso et tous ceux qui l'ont suivi. Vous allez avoir également un volet politique, hein, bien entendu, hein, puisque c'est la création du nationalisme moderne. Donc vous connaissez, bien sûr, le riacquisto, donc, qui... alors, simplement, je le dis parce que ce n'est pas le centre du propos aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi que l'on ait conscience de ce que ce riacquisto des années 70 n'a été rendu possible que parce qu'il y a eu une première renaissance corse à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Même si les auteurs des années 70 ont consommé une rupture stylistique, même s'ils étaient des auteurs particulièrement modernes et qu'ils ont voulu faire entrer la langue corse dans la modernité, littéraire en particulier, eh bien, ils se sont beaucoup appuyés sur ce qui a été fait avant eux. Alors, c'est la raison pour laquelle moi j'ai proposé comme d'appeler cette première renaissance corse primo riacquisto, parce que c'est vrai qu'il y avait déjà, donc, à la fin du 19e, au début du 20e, une volonté donc de réhabilitation de la langue, de création d'une littérature, et c'était également une volonté qui avait manifestement une dimension politique. En tout cas, c'est quelque chose que l'on peut vérifier. C'est un point sur lequel je me suis penché dans le cadre de ma thèse et qui est, à mon avis, incontestable. Donc, en réalité, vous avez ces deux renaissances corses, première moitié du 20e et années 70, ces deux renaissances corses qui se sont succédées et qui avaient un petit peu, je dirais, le même but, à savoir faire que la Corse retrouve ses attributs donc culturels et politiques.